Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universaliste pour cette nouvelle fournée de top et de flop, aujourd'hui dédiée au long métrage. Bon, alors je repars sur les petites explications habituelles, dont la plus importante, désormais les tops et les flops seront limités à seulement 10 places. Mais en contrepartie, j'ai créé tout un tas d'autres catégories, histoire de rendre un peu plus hommage à toutes les œuvres que j'ai pu visionner au cours de l'année, et sur lesquelles je donnerai un avis très rapide. Ensuite, contrairement à la plupart des top flops que vous pouvez voir sur YouTube, vous n'aurez pas droit à des œuvres uniquement sorties en 2025, mais à des films que j'ai moi personnellement découverts cette année-là. Donc vous pouvez avoir droit à du très récent comme du très vieux. Et enfin, le classement est purement subjectif. Même si j'essaie d'agrémenter mon avis d'arguments le plus objectif possible, c'est pas pour autant que mon avis est obligatoirement à suivre à 100%. Vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi. Sinon, pour le petit calcul, rien que cette année, j'ai vu un total de 85 films. Sans compter ceux que je connaissais déjà et que j'ai revus juste pour le kiff, quoi. C'est un bon petit score, je trouve. Ce qui nous fait 30 films qui ont fini dans le flop et 55 qui se sont retrouvés dans les tops. Et on va commencer avec les premières catégories. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plusieurs heures d'explication pour que vous la compreniez. Ce sont des films pour lesquels j'ai pas vraiment d'arguments pour les critiquer. C'est juste, même si, objectivement, je trouve qu'il y a eu des bons points, des éléments qui étaient plutôt bien faits, j'ai juste pas adhéré, quoi. J'ai rien ressenti, je suis pas rentré dedans, voilà. Vraiment, ça en fait pas des mauvais films, c'est juste, pour moi, ça a bloqué. The Blackening. Un groupe d'amis noirs se retrouve dans un Airbnb paumé en pleine forêt pour passer un week-end entre potes. Sauf qu'ils vont devenir la cible d'un tueur. Il y a de très très bonnes vannes et un excellent jeu sur les vannes, les stéréotypes sur les noirs et le racisme. Maintenant, j'ai quand même trouvé que le film avait quelques coups de mou dans son humour et un rythme assez bancal. Et le fait de switcher sans arrêt entre le sérieux et l'absurde, j'ai pas trouvé que le mélange prenait hyper bien. Conclave. Alors, l'histoire va nous amener à suivre la mise en place d'un conclave, c'est-à-dire la procédure pour élire un nouveau pape. En plus, on en a eu un cette année, donc vous devriez connaître. Je trouve le film esthétiquement très beau, mais d'un point de vue intrigue, ça m'en a un peu touché une sans faire bouger l'autre, quoi. Et j'ai deviné pas mal de retournements de situation, pas dès le début, mais presque. Pour être honnête, si on me laisse le choix entre regarder Conclave et revoir Angers Démon, je préfère revoir Angers Démon. The Dead Zone. Il faut savoir que pour l'Universalis sur les pouvoirs psy, que je vous invite évidemment à aller regarder, je me suis fait une grosse intégrale des adaptations de Stephen King, dont celui-là. The Dead Zone concerne un enseignant qui, après plusieurs années dans le coma, se retrouve avec un don de clairvoyance. Ce qui va avoir quelques conséquences sur son retour dans le monde des vivants. Alors ouais, c'est sympa, mais j'avoue que j'avais plus d'atomes crochus avec la série des années 2000. Et même elle, je sais qu'elle était pas parfaite. Alors, l'expérience interdite. La Flatliners, mais version 90. Alors, des étudiants en médecine vont décider de mener des expériences, causer volontairement un arrêt cardiaque pendant quelques minutes avant de ranimer la personne. Le tout afin d'expérimenter une EMI, ou expérience de mort imminente. Je préfère le remake. je sens que les fans vont me cracher dessus, mais désolé, mais je trouve la version de 2017 plus logique et plus appréciable. Voilà, chacun ses goûts. La mutante. Une gamine créée par hybridation génétique avec un ADN extraterrestre s'évade de son centre scientifique, grandit extrêmement vite et va essayer de se reproduire. Une équipe de choc est alors montée pour réussir à la récupérer. Le film se tient beaucoup mieux que je m'y attendais. Franchement, c'est la série La Mutante, je pense que pour tout le monde, c'est une série de nanars. C'est un nanar un peu érotique en plus. En tout cas, moi je le voyais comme tel, et je m'attendais à ce que ce soit juste une grosse daube. Mais en fait, c'est étonnamment plus intelligent qu'on pourrait le croire. Même si je me suis quand même pas mal emmerdé devant. The Pale Blue Eye. Il s'agit ici d'un film policier, tournant autour d'un policier de génie convoqué par l'Académie militaire de West Point pour y résoudre le meurtre d'un aspirant. Sauf qu'au fil de son enquête, le bonhomme va recevoir l'aide d'un cadet qui se révèle être le tout jeune Edgar Allan Poe. Alors, y a des points qui m'ont pas semblé tip-top, genre certaines révélations, notamment la dernière il me semble, et là encore, j'ai un peu piqué du nez à 2-3 reprises pendant le visionnage. Même si, globalement, ça reste de la qualité, quoi.
La catégorie des bofs, c'est des films pour lesquels j'ai un peu plus de grain à moudre, on va dire, même si c'est pas les pires films que j'ai pu expérimenter. Accident Man. Alors, petit film centré autour d'un tueur à gages, qui a pour particularité de commettre ses meurtres de manière à ce que ça ressemble soit à un accident, soit à un suicide. C'est pas mauvais, mais j'ai trouvé l'intrigue assez random et classique, avec le gars d'une agence qui se fait poursuivre par ses patrons. Ouais, bon, c'est bon, on connaît la ritournelle, quoi. Ça peut vous occuper 1h45, mais c'est pas top non plus, quoi. Boogie, film d'animation argentin sur un tueur à gages, ancien soldat, nommé Boogie, qui va se retrouver avec une histoire de témoin qui veut baver contre la mafia, tout ça, c'est... Et évidemment, tous les criminels qui se retournent contre l'anti-héros. Pas terrible. Il y a eu quelques éléments de mise en scène qui étaient plutôt intéressants, mais l'intrigue est ultra banale, et j'ai vraiment eu aucun attachement pour les héros, quoi. Et l'humour est assez foireux et mal dosé. Captain America, Brave New World. Alors, considérant les retours très négatifs qu'avait ce film, je m'attendais à une chiasse atomique, quoi. C'est vraiment une catastrophe à tous les niveaux. Et bah, c'est pas le cas. C'est franchement pas inoubliable au sein du MCU, et les seuls éléments un tantinet surprenants et originaux, bah en fait ils étaient déjà spoilés dans la bande-annonce, quoi. Mais en dehors de ça, bah c'est juste lambda as fuck, quoi. Ce qui est un peu le contre-coup d'une franchise où on sauve l'univers tous les 3 épisodes. Vraiment, à la fin du film, je me suis dit, ouais, l'intrigue est cool. Maintenant, est-ce que ça méritait d'en faire un film entier ? Pas trop. Carrie de 1976. Alors, pas moyen, hein. Chaque fois que je regarde un film des 70s qu'on m'a vendu comme étant un ultra classique, eh ben, je suis toujours déçu. Bon, je vais résumer très vite fait l'histoire de Carrie, une adolescente mal dans sa peau qui se découvre un don de télékinésie, je vais pas plus loin. Ça peut sembler assez bizarre de ma part, moi qui suis un gars qui trouve important d'avoir des changements quand on adapte une œuvre, parce qu'il y a quelques modifications avec le roman de base que j'ai trouvé assez bizarres, voire très mal foutues. Puis bon, les effets spéciaux des 70s, tu vois pas les ficelles, mais presque. Alors pour ma part, je préfère largement la version téléfilm de 2002, que je trouve plus respectueuse de l'univers, elle est plus cohérente, et elle développe mieux les personnages. C'est pas parfait, mais à mon sens, ça reste mieux que le film de 76. Carrie, oui encore, mais cette fois le remake de 2013, qui n'est pas une nouvelle adaptation du roman, mais un remake du film de 76. C'est probablement la version la plus superficielle de l'histoire de Carrie, et certains points sont assez discutables, même s'il y a quelques bonnes idées qui ont été ajoutées. Dark Phoenix. Alors, il faut savoir un truc, c'est que je suis très fan de la première trilogie X-Men. Oui, même le 3 j'aime bien. Par contre, la nouvelle ligne temporelle qui a été initiée par First Class, j'avoue que j'aime moins, et je trouve que les films sont de plus en plus chiants et incohérents à mesure qu'on progresse. Alors, en l'occurrence, Dark Phoenix se déroule dans les années 90, avec les mêmes personnages qui n'ont toujours pas pris une ride depuis les années 60, où Jean Grey se voit possédée par une entité surpuissante, faisant d'elle le Phénix. Est-ce que le film est mauvais ? Il est osef. Franchement, c'est juste ok tiers, quoi. C'est vraiment le gros blockbuster que tu mets pendant 2 heures pour juste pas avoir à penser. Ça te fait passer le temps, mais en vrai, t'as pas beaucoup d'intérêt à le mater, quoi. Genre, tu as la mort d'un des personnages principaux, je dirais pas lequel, quand c'est arrivé, je n'ai rien ressenti. Franchement, c'est arrivé, j'ai fait « Ah ouais, bon bah, tant pis ». Et en fait, bah, tout le film a ce côté lambda et ouais, bon. Demon City. L'histoire nous fait suivre un tueur à gages dont la famille a été massacrée par un groupe de 5 personnes masquées, et qui est laissé pour mort avant de passer 12 ans dans le coma. Sauf qu'après tout ce temps, poussé par la vengeance, il va se réveiller et entamer sa vendetta. Ouais. Alors, les combats ont quelques fulgurances bien pensées, mais j'avoue que c'est pas les bastons les mieux chorégraphiés que j'ai jamais vus, quoi. Ça. Et l'intrigue, c'est basique, classique, prévisible as fuck, et j'avoue que je me suis pas mal emmerdé. Mystère à Venise. Nouvel opus des aventures d'Hercule Poirot, qui va être confronté au surnaturel. Le film m'a pas autant captivé que ses prédécesseurs. L'ennui venant du fait que... Hercule Poirot, à la base, c'est censé être un détective qui passe son temps à repérer les indices avant de balancer ses conclusions.
Et là, on a un aspect assez passif du personnage, en fait. Et pas qu'il est en retrait dans toute l'histoire, mais presque, quoi. Du coup, le visionnage a pas été désagréable ou ennuyeux, mais j'ai pas trouvé l'expérience exceptionnelle. Je vous recommanderais plus les 2 premiers films. Terminator 4 Renaissance. Alors, après avoir maté le Terminator 0, ça m'a donné envie de me revoir la saga des films, en fait. Alors, personnellement, j'avais déjà vu les 3 premiers. Alors, ça faisait longtemps pour le 3ème, mais bon, les 2 premiers, eux, je les ai vus plusieurs fois. Par contre, les 3 derniers, je les avais jamais vus. Donc, c'était l'occasion de m'y mettre. Alors, ce 4ème épisode, qui reste bien dans la continuité des 3 premiers, je l'ai trouvé globalement honnête. Il a tenté de se sortir du carcan habituel des Terminators, c'est-à-dire, on est à une époque moderne, et puis t'as un robot tueur qui arrive du futur, quoi. On va pas se mentir, le principe des Terminators, c'est un peu toujours la même chose. Donc, au moins, il a essayé de faire plus. Maintenant, il y a des personnages qui sont très 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 mal écrits, des retournements de situation ultra prévisibles, et certains retournements de situation me sont apparus peut-être pas débiles, mais de la part de Skynet, c'était pas des moves très intelligents. Voilà, on arrive dans le dernier échelon avant les flops. C'est-à-dire les films que je trouve fondamentalement ratés, mais pas assez pour intégrer mes 10 pires découvertes de l'année, quoi. Le dernier voyage du Déméter. Si vous connaissez Dracula, et si c'est pas le cas, je vais vous spoiler, donc sautez à ce timecode. Dans l'histoire de Dracula, le vieux buveur de sang a emprunté un navire pour aller de la Transylvanie jusqu'à Londres, où il était planqué dans des caisses remplies de terre. Sauf que quand le navire est arrivé à destination, tout le monde était mort. Et il y a un gars qui s'est dit « Hey, cette minuscule partie de l'histoire là, ce serait bien qu'on en fasse un film de 2 heures !» Alors vous allez sûrement me dire « Mais quel est l'intérêt si on sait déjà ce qui va se passer et on sait déjà comment ça va se finir ?» Et je vous répondrai que vous avez mis le doigt sur le principal problème du film. Le film n'est pas intéressant. Il n'est pas effrayant. Le concept du vampirisme est très contradictoire avec l'œuvre de base, et en plus ça mène à pas mal d'incohérences au fil de l'histoire. Le monde presque perdu, oh putain, qu'est-ce qu'il était lourd celui-là. Ah putain. Alors grosso modo, on va suivre un duo de scientifiques et un redneck qui vont être propulsés à travers une faille spatio-temporelle, qui le conduit à un monde rempli de dinosaures, d'hommes singes et de reptiliens. C'est évidemment une parodie qui joue à fond les potards sur Jurassic Park, la planète des singes, etc. Et en vrai, il y a quelques vannes qui étaient plutôt pas mal, mais dans l'immense majorité, c'était juste lourd et pas drôle. Et parfois complètement ridicule. La Mutante 3. Ouais, je sais plus si j'ai précisé, mais je me suis maté l'intégralité des films La Mutante, par curiosité. Et malgré tout, ce 3ème opus était quand même un peu plus malin que je m'y attendais. On va donc suivre une 3ème génération de mutantes, le 3ème film se terminant pile là où s'arrêtait le second, et dans les très grandes largeurs, c'est plutôt bien pensé. Sauf que quand tu commences à faire gaffe aux détails, le film montre beaucoup plus vite ses faiblesses. C'est très contradictoire avec des trucs qui étaient expliqués dans le 2, il y a pas mal d'incohérences, le personnage de la nouvelle mutante est très très mal écrit, elle agit pour l'intérêt du scénario mais n'a pas plus d'intérêt que ça en fait. Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. L'histoire est celle d'un groupe de journalistes qui va se rapprocher d'un futur serial killer démoniaque. Dans le même genre que Freddy Krueger, Jason Voorhees, voilà, le genre de tueur qui est quasi inarrêtable et qui a droit à toute une ribambelle de suite, quoi. Afin de le filmer au jour le jour, dans sa préparation pour sa grande soirée de slasher. Je trouve pas le film très intéressant à regarder, et j'ai pas l'impression qu'il apporte grand chose d'innovant, malgré quelques bonnes réflexions. Donc si vous êtes intéressé par le côté réflexion sur les slashers, les films d'horreur, tout ça, je vous conseillerais plus La Cabane au fond des bois, qui à mon sens est la meilleure parodie sérieuse qu'on puisse faire dans le domaine. Et si vous êtes plus fan de l'aspect documentaire parodique, là je vous conseillerais plus les What We Do in the Shadows. Terminator 6 Dark Fate. Oh. Après l'annulation des suites de Genesis, le 5 en gros, il fut décidé de mettre en place un nouveau reboot, qui lui ferait directement suite à Terminator 2, en amenant une nouvelle timeline, mais une timeline où Sarah Connor est toujours en vie, contrairement à son rejeton. Et là, on arrive sur du très très mauvais. C'est pas cohérent avec les 2 premiers films, c'est contradictoire et mal écrit à plusieurs reprises, quand c'est pas juste trop facile pour qu'on y croie.
Même s'il y a quelques bonnes idées, comme le tout nouveau Terminator, que j'ai trouvé plutôt inventif dans son système. Bref, c'est peut-être pas la pire bouse qu'on ait jamais vue au cinéma. Maintenant, c'est clairement le moins bon film de la saga. Bien, on en a fini avec le menu fretin. Il est maintenant temps de s'attaquer à mes pires découvertes cinématographiques de 2025. Attention chérie, ça va trancher. J'ai bien aimé la trilogie Fear Street. Elle était pas parfaite, certes, mais elle était cool. En gros, on suivait l'histoire de deux villes voisines qui étaient la cible d'une malédiction qui se répétait régulièrement, et ça s'est allé entre 1994, 1978 et 1666, si je me plante pas. L'idée de faire des histoires spin-off qui seraient à plusieurs instants dans la timeline, bah en soi c'est pas une mauvaise idée quoi, ça pouvait être intéressant. Ça pouvait étendre l'univers et puis donner un peu plus d'impact aux différents protagonistes qui reviennent justement dans les trois films. Donc quand est arrivée l'annonce d'un Fear Street dans les années 80, moi j'ai dit why not. C'est pas déconnant comme idée, même si perso j'aurais préféré une autre époque, mais bon. Alors ce Prom Queen, c'est juste un slasher ultra basique. C'est tout, qui a juste un habillage années 80 et se sert du contexte des villes maudites pour faire son truc quoi. Mais en soi, le film il pourrait n'avoir aucun rapport avec Fear Street, qu'on s'en rendrait absolument pas compte. Tu changes les noms des villes, tu gommes les rares références au massacre de 78, et c'est bon. C'est bon, t'as un nouveau slasher qui n'a absolument rien à voir. En bref, l'intrigue est pas très intéressante, très prévisible, et pas mal conne en vrai. Alors déjà, spoiler, on se rend compte que les tueurs, ce sont les membres de la famille de la harceleuse, qui vont tuer les candidates au poste de reine de bal, pour que leur fille gagne. Alors déjà, c'est qu'une idée en l'air, mais ça aurait peut-être été plus malin d'essayer de toutes les buter avant le bal de promo, et pas le soir même. Et aussi, à mon sens, il y a plusieurs éléments qui ne collent pas. Genre, à un moment, t'as un des gars qui va dire à une des héroïnes « Ça va, tu kiffes ta soirée ?» Alors, le verbe kiffer dans les années 80, on peut vérifier, mais à mon avis, non, ça se disait pas trop. Au mieux dans les années 2000, et même là encore, je suis pas sûr. Aussi, quelques points qui m'ont semblé assez peu cohérents avec le canon de base. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu la trilogie, donc il y a peut-être 2-3 éléments qui sont barrés de ma mémoire, mais de base, la plupart des tueurs de Shadyside, ils étaient plus ou moins possédés en fait. Pas là. Ici, c'est des humains tout à fait normaux qui ont parfaitement conscience de ce qu'ils font. Alors ça aurait pu être logique, histoire de... Voilà, qu'on revoit pas ce look de tueur dans la trilogie principale, mais... Enfin, pour moi, c'est juste une excuse assez bancale, quoi. Ou encore, la meilleure amie de l'héroïne qui s'est rendu compte qu'il y a des trucs qui vont pas bien, et qui donc va essayer de prévenir sa meilleure amie en lui disant que, c'est bizarre, il y a quand même pas mal de gens qui ont disparu. Et la meuf ne la croit pas. Alors, ce qui peut être un classique de slasher, mais là, on est à Shadyside. C'est la ville qui est considérée comme la capitale du meurtre, où t'as des massacres qui se répètent régulièrement. Donc c'est le simple fait qu'on te dise « Attention, il y a un truc qui pue, il y a des gens qui ont l'air d'avoir disparu », c'est... De base, même si t'es une ado un petit peu égocentrique et tout, je pense que tu vas avoir immédiatement ton instinct de survie qui se met en marche pour te dire « Effectivement, ça pue ». Ou au moins tu vas pas juste rejeter l'idée en bloc. Bref, je ne vous conseille pas de regarder Prom Queen. C'est vraiment un slasher basique qui n'apporte absolument rien au lore de la trilogie, et du coup je considère que vous avez vraiment aucun intérêt à le mater. À moins que vous soyez ultra fan de slasher et des années 80, et même là je pense qu'on peut dégoter mieux. Quand le film a été annoncé, j'ai eu peur. Puis la première bande-annonce est sortie, je me suis dit « Ah, en fait, il y a peut-être du potentiel. Ça peut donner un film plutôt marrant, plutôt intéressant. » Puis j'ai vu le film et... Ah non, j'avais des raisons d'avoir peur en fait. L'histoire se déroule donc 30 ans après le premier film, où le spectre Beetlejuice va refaire des siennes et se remettre à torturer Lydia ainsi que sa fille Astrid. Alors, j'aime beaucoup Jenna Ortega, mais niveau film... On peut pas dire qu'elle tourne que dans des chefs-d'œuvre.
Alors, que dire de cette suite C'est regardable. Mais alors, c'est un inutile sans nom. Alors, prenons un exemple tout con. Le rôle de Monica Bellucci, qui est une dévoreuse d'âme à la poursuite de Beetlejuice. Enfin, du moins, elle est teasée comme telle. Et franchement, ça aurait pu être une très bonne idée. Que la meuf soit une menace tellement importante pour le monde des morts que les spectres, Beetlejuice et les vivants sont obligés de s'allier pour lutter contre elle. Franchement, ça aurait été une très bonne idée. Et bah, c'est pas ça. La meuf, elle doit avoir 4 répliques dans tout le film. Et en étant optimiste, 10 minutes de temps d'écran. Et la manière dont elle se fait battre à la fin... Ouais, sérieux, quoi. Niveau humour, hein, ça vole pas bien haut, quoi. Il y a une ou deux scènes qui m'ont fait sourire et une séquence que j'avais trouvé effectivement franchement hilarante. Mais dans l'ensemble, bah tu regardes pas ce film pour te bidonner, en fait. Sinon, le monde des morts m'a l'air assez contradictoire par rapport à ce qui était présenté dans le premier film. Si effectivement, il y avait le côté administration complètement abrutissante pour s'occuper des morts, ouais, d'accord, mais ça avait l'air d'être le seul truc, quoi. Sauf que là, ils ont l'air d'avoir besoin de tout un panel de métiers pour s'occuper dans l'après-vie. Genre Beetlejuice, qui gère une entreprise de bioexorcisme, qui a l'air complètement acceptée par l'au-delà. Alors que dans le premier film, on le voyait plutôt comme une menace avec laquelle il fallait surtout pas s'associer, quoi. Et t'as des flics. Ah, d'accord. Il y a besoin d'une police dans l'après-vie. D'accord, ok. Mais alors surtout, le personnage joué par Willem Dafoe. Oh, j'aime beaucoup Willem Dafoe, hein. Mais là, j'avais honte pour lui. Bref, la majorité des gags ne sont pas marrants. L'univers n'a plus l'air de suivre les règles qui étaient instaurées par le premier film. L'intrigue est d'un prévisible sans nom. En plus de mettre des plombes à se foutre en place, quoi. Genre, les péripéties commencent au bout d'1 heure de film. Le film dure 1h40. Ah, vous arrivez à suivre? Donc non, très franchement, Beetlejuice est une mauvaise suite. Un film très lambda et franchement pas intéressant. Alors si, sur les effets spéciaux, encore ça passe à peu près. Parce qu'ils ont essayé de ramener au goût du jour quelques maquillages et quelques effets d'animatronics. J'admets, c'était plutôt bien. Même si dans l'ensemble, tu devines la surcouche de CGI qui a été rajoutée par-dessus et le film n'avait pas besoin de ça, quoi. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes fan du premier épisode, je vous déconseille le visionnage. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais les années 70-80 ont été marquées par une série de films érotiques intitulés Emmanuel, que j'ai personnellement jamais regardé. Et je vous dis pas ça en mode non mais moi je ne regarde jamais d'érotique ou de pornographie, non c'est pas du tout mon genre. Non c'est juste je les ai jamais vus, ça m'intéresse pas. Et en 2024, voilà qu'on décide de nous pondre un remake. Ok, ou une suite. J'avoue, vu que j'ai jamais vu les premiers films, je peux pas vous dire si c'est une suite ou un remake en fait. Nous suivons donc Emmanuel, personne ne s'en doutait, une meuf qui bosse pour un complexe hôtelier et qui est chargée de descendre dans un hôtel de luxe à Hong Kong, dans l'optique de faire tomber sa responsable. En termes d'érotisme, j'ai trouvé le film très soft. Comparé à tout ce qu'on a déjà pu voir dans des films ou des séries récentes, le film est vachement sage en fait. Je suis désolé mais... on a déjà vu plus osé dans d'autres films, quoi. Maintenant, le film d'origine, il est sorti en 74, si je dis pas de conneries. Donc, s'il avait le même niveau de sensualité à l'époque, ouais, je comprends que ça ait pu faire scandale. Et si ça fait scandale, en général, ça incite d'autant plus les gens à aller le voir, quoi. Et peut-être que le but de ce remake, c'est justement de faire renaître l'érotisme de l'époque. Peut-être, je sais pas. Maintenant, aujourd'hui, à une époque où on a facilement accès à des scènes beaucoup plus crues, et où tu peux accéder à un porno en 3 clics, je sais pas si c'était une très bonne idée. Peut-être que l'intrigue vaut le détour. Non. Le film ne dure qu'1h40 et... je me suis fait chier. L'histoire est lente, pas intéressante, et d'ailleurs, on aurait pu remanier le film « Emmanuel cherche à baiser dans la haute société », ça aurait rien changé. Parce que ce film, c'est une pub pour hôtel de luxe. Donc, l'histoire de critique de l'hôtel n'est pas passionnante.
Éventuellement, il semblait y avoir un mystère autour du personnage de Ken, parce que l'héroïne flash sur lui, mais il fait partie des personnes sur qui l'hôtel n'a aucune info, et là encore, c'est inutile. Alors tu te dis, on va avoir de la tension sexuelle à un moment ou à un autre, et c'est que dalle. Genre, à un moment, ils discutent sur une relation que Emmanuel a eue avec un inconnu, et c'est aussi cru que froid et platonique. En plus, le mec a à moitié l'air d'avoir envie qu'on lui foute la paix pendant la 3/4 du film. Alors en même temps, je le comprends, hein, parce que la Emmanuel, c'est une stalkeuse. Oui, je suis venu dans ta chambre d'hôtel, je me suis coulé dans ton bain et j'ai bu l'eau parce qu'elle avait le même goût que toi. Ok, alors je vais m'en aller et je vais demander une ordonnance restrictive pour que tu m'approches plus jamais. Non, franchement, je vois pas l'intérêt de ce film. L'intrigue est pas passionnante, le côté érotique laisse à désirer, et les personnages sont très bof. Bref, je ne vous conseille pas Emmanuel. D'ailleurs, le film a eu assez peu de succès au box-office en fait, et c'est un peu prévisible ou quoi. Un film érotique qui sortait dans les 70s, soit t'allais le voir au cinéma, soit t'attendais qu'il sorte en VHS. Si il sortait. Ça, plus le scandale, la polémique et tout ça, je comprends que ça ait fait le buzz à l'époque. Aujourd'hui, je pense pas que beaucoup de gens veulent se mater un film érotique au ciné, quoi. Surtout s'ils peuvent le faire tranquillou chez eux sans personne pour les mater. Donc de base, pour moi, un remake d'Emmanuel, c'était une très mauvaise idée. Après, le film est pas hideux non plus. Il a de belles images, hein, il est bien filmé, les acteurs jouent bien, même si, bon, on leur demande pas des performances extraordinaires, quoi. C'est franchement pas un très bon film et je vous déconseille de le visionner. Bon, l'histoire, vous la connaissez probablement déjà. Eric Draven est assassiné avec sa petite amie, mais il revient d'entre les morts pour se venger. Si vous me suivez depuis au moins les top flops de l'année dernière, vous savez que j'aime beaucoup l'univers de The Crow. Donc de base, ce reboot, je l'attendais d'un assez mauvais œil. Déjà, pour vous mettre dans le mood, je voudrais vous citer James O'Barr, c'est-à-dire l'auteur du comics originel The Crow, qui donnait son avis sur le projet de reboot. Je n'ai pas de grandes attentes. Je pense que la réalité est que, peu importe qui vous obtenez pour jouer dedans, ou si vous demandez à Ridley Scott de le réaliser et de dépenser 200 millions de dollars, vous n'allez toujours pas dépasser ce que Brandon Lee et Alex Proyas ont fait dans ce premier film à 10 millions de dollars. Voilà, ça c'est dit. Alors quand j'ai lancé le film, je me suis dit ok, je vais essayer d'être le plus honnête possible, je vais pas le comparer aux comics, je vais pas le comparer au film de 90, je vais pas non plus le comparer à la série télé toute pourrie, j'essaye de l'accueillir de la manière la plus objective possible. Je vais juste le juger comme un film, et pas un remake. Sauf qu'au bout de 10-15 minutes, on t'annonce « Oui, alors en fait, le grand méchant, il a vendu son âme au diable pour devenir immortel !» Je vais pas pouvoir être objectif. Si vous n'êtes pas fan de l'univers de The Crow, peut-être que vous apprécierez un peu plus le long métrage. Par contre, si vous êtes fan, sachez que ce remake crache allègrement sur l'univers. Déjà, le côté ultra manichéen avec des ennemis surnaturels, je suis désolé, mais même si on parle de l'au-delà, j'ai pas souvenir qu'il n'y ait jamais eu de démons ni d'intervention démoniaque. The Crow, c'est juste un humain ramené en mode immortel pour accomplir une vengeance. Ça va pas plus loin. Et là, bon, déjà, Eric qui est accueilli par une espèce de gardien des morts, qui a l'air complètement humain, ça fait... Ouais, je veux dire, c'est le... À la base, c'est un corbeau, ou alors juste un squelette, mais... Pourquoi juste un humain, quoi? Et en plus, règle de merde qui est instaurée, pour que tu restes immortel, il faut que ton amour reste pur. C'est de l'amour. Ok. C'est littéralement une excuse foireuse pour justifier un rebondissement ultra classique et prévisible. Ensuite, vient le cas des ennemis et de la raison du meurtre du héros. À la base, que ce soit dans le premier film ou dans les comics, bah c'est juste un couple qui a été buté par des truands en fait. Alors, ok, dans le premier film, ils dirigeaient tout un gang, mais ça restait de simples criminels. Sauf que là, ils se sont carrément fait cibler par des 1% démoniaques. Et je parle pas du meurtre en lui-même, hein, c'est... Déjà, pour quelle raison Eric est revenu? Parce que il a pas juste vu Shelley se faire tuer, il l'a vu se faire violer, torturer et massacrer sans qu'il puisse rien faire. Ce qui lui a tellement foutu la rage que le corbeau s'est dit « Ok, toi je te ramène sur Terre pour que tu puisses accomplir ta vengeance. » Sauf que dans ce remake, on les a juste tués.
Voilà, c'est tout. C'est vraiment le meurtre le plus rapide, froid et basique que tu connaisses. Et aussi, est-ce qu'on reparle de l'amour entre Eric et Shelly? Dans la plupart des versions, c'est un couple qui est heureux et ensemble depuis un moment. Ça fait plusieurs années. Au mieux, ils sont déjà mariés, ou au pire, c'est en projet. Sauf que là, c'est limite s'ils se connaissent depuis quelques jours, quoi. Je veux même bien être gentil et supposer que ça fait quelques semaines qu'ils sont ensemble, mais pas plus. D'où que t'es prêt à partir en enfer pour une meuf que tu connais que depuis quelques semaines. Sans parler de la scène aquatique où Shelly coule à pic, et où Draven essaie de la rejoindre, mais en fin de compte, il fait demi-tour pour aller reprendre sa respiration. Le vrai Eric Draven se serait laissé noyer plutôt que d'abandonner Shelly. C'est tout. Je suis désolé, mais c'est ça. Il ne l'aurait jamais abandonné. C'est une caractéristique d'Eric Draven. Il n'aurait jamais abandonné Shelly s'il avait pu le continuer, quitte à complètement se sacrifier lui-même. Bref, sinon, le film a-t-il des reproches un peu plus objectifs à faire? Oui, évidemment que oui, il en a plein. Les CGI sont en dents de scie. Autant il y a des moments où on me disait ouais bon ça va, c'est plutôt bien, et à d'autres c'est quoi cette merde? Genre t'as des moments où je me suis dit ils ont utilisé un modèle 3D de PS3, c'est pas possible. Je vous jure, à un moment t'as une scène où tu as un corbeau qui se pose sur une corniche il me semble, et j'ai vu la scène, j'ai fait mais il est dégueulasse le corbeau. C'est vraiment ça pue la CGI mais à plein nez quoi. Il y a aussi pas mal de facilités scénaristiques. Pas tant que ça, pas énormément d'incohérences en tant que telle, hein, ce qui m'a surpris d'ailleurs, mais tu sens bien qu'on s'arrange pour que le scénario ait pas trop d'obstacles sur son chemin, quoi. Tout arrive bien au bon endroit et au bon moment, et ça va s'assurer que la progression soit bien fluide. Quant aux scènes d'action, il y en a une que j'ai trouvée très bonne, et en gros c'était la scène où Eric est dans une voiture avec des truands et il se bagarre comme ça. Là, j'ai trouvé très bonne. J'ai trouvé c'est bien rythmé, c'est bien péchu, ça marche. Le reste du temps, c'est lambda. Franchement, la scène du climax où t'as le héros qui se marave contre tout l'ensemble des gardes, j'ai trouvé ça d'un bof. Alors ok, tous les films peuvent pas être aussi bons que John Wick, mais enfin, vous inspirez de Deadpool, ça vous est pas venu à l'esprit? Sans déconner, les combats dans les 3 films Deadpool sont infiniment meilleurs que ceux de The Crow 2024. Et dans l'ensemble, c'est un peu la sensation que j'ai avec tout le film en fait. C'est lambda, c'est classique, c'est prévisible, c'est déjà vu. Il y a même eu pas mal de moments où je me disais sur cette scène-là, on pourrait faire un truc qui pourrait être cool, il pourrait y avoir un élément de transition sympa, non, que dalle. C'est vraiment le niveau le plus basique et lambda que tu puisses faire sur un film d'action. Genre, à un moment, tu as un garde du corps qui joue à moitié avec un cure-dent. Et tu as la caméra qui insiste sur le cure-dent. Je me suis dit, Draven va débarquer, il va le buter avec le cure-dent. Non. Il le bute avec son katana. Ouais, c'est un setup mais sans payoff. Ouais. Pareil quand Draven se fait renvoyer sur Terre, où tu as le gardien qui le pousse en arrière pour qu'il tombe dans la flotte, et je m'étais dit, il pourrait y avoir une bonne transition, genre, tu vois, il tombe dans la flotte, et du coup, le mouvement continue, et en fait, il est en train de se relever, mais sur Terre, quoi, Je suis désolé, ça aurait pu être cool, ou au moins, faire des trucs bien classe, histoire de bien symboliser le passage d'un monde à l'autre, non. Encore une fois, nique-toi, c'est archi basique. Bref, The Crow 2024, j'irai pas jusqu'à dire que c'est pourri de A à Z, par contre, y a que les gens qui connaissent pas l'univers qui ont une chance de l'apprécier. Mais ça reste un film qui n'a absolument rien pour s'extirper de la masse. Et si vous êtes fan de l'univers de The Crow, c'est juste une insulte à l'univers que vous aimez, quoi. Donc si vous voulez des films récents avec des héros immortels, matez les Deadpool. L'histoire est plus ou moins une réécriture du mythe de Frankenstein. On va suivre une jeune femme née des expériences d'un scientifique un peu particulier qui va découvrir le monde et évoluer en partant pratiquement de zéro. Je suis certain que ce film a ses défenseurs, hein. Je peux comprendre pourquoi. Notamment dû à son aspect
très arty, hein, le design général du monde est assez particulier d'ailleurs. On est censé être au 19e siècle, mais en même temps t'as des espèces de tramways aériens, ou d'autres éléments qui font très imaginaire, au point que quand tu vois certains éléments, certains décors, ça donne plus l'impression d'être dans une espèce de conte moderne que dans une réalité historique, quoi. Ce qui en soi est pas dérangeant, le côté arty d'ailleurs, il vient notamment déjà de l'évolution du scénario et de certaines scènes dont tu peux t'interroger sur l'utilité, mais aussi de pas mal de plans de caméra. Genre, régulièrement, ça va se mettre à filmer avec un fisheye. Pour ceux qui connaissent pas, un filmer avec un fisheye, ça donne un effet très caractéristique à une image. Ou alors, bah, tu vas avoir la caméra qui filme, mais comme si elle filmait au travers d'un tunnel, quoi. C'est-à-dire tout est en noir et t'as juste un cercle qui montre l'image. Alors, je suis persuadé que les cinéphiles vont débarquer en masse dans les commentaires pour me dire oui, mais c'est pour sous-entendre ceci, c'est pour faire une métaphore sur cela, c'est peut-être. Je dis pas le contraire. Je dis pas qu'il y a aucun sens caché derrière. Sauf que moi, j'ai pas fait d'études en cinéma et tu peux sous-entendre tout ce que tu veux. Si je comprends pas le sous-entendu, bah pour moi, c'est juste filmer bizarrement pour filmer bizarrement. Ce qui en plus avait tendance à me faire sortir de l'intrigue. Mais bon, ça c'était la forme, je peux difficilement la critiquer objectivement vu que j'ai juste pas les outils pour la détailler en fait. Puis vient l'histoire. En soi, l'idée d'accompagner une créature de Frankenstein assez innocente qui découvre le monde et évolue au fur et à mesure, pourquoi pas, c'était une bonne idée. Il y a d'ailleurs quelques rencontres, quelques discussions que j'ai trouvées plutôt bien foutues et bien écrites, il y a quelques moments qui m'ont bien fait marrer, et après t'as tout le reste. Je me suis emmerdé devant ce film. Je vous jure, toutes les 10-15 minutes, j'étais en train de regarder sur le timer combien de temps il me restait avant la fin, tellement j'en avais marre, quoi. Vraiment, j'étais pas dedans, je me faisais chier. Le seul moment que j'ai trouvé très intéressant et qui aurait gagné à être plus développé, c'était le final. Parce que dans ce dernier acte, il y a des révélations, il y a de la tension, et quand il se termine, c'est... Mais non, putain! Vous pouvez pas finir comme ça! Vous aviez une excellente manière de conclure cet acte, et vous y avez même pas pensé! Petit spoiler, le docteur Frankenstein est mourant à cause d'un cancer. Et l'ancien mari de l'héroïne, qui est un énorme connard, a été capturé par les gentils. Et vu qu'ils ont ramené les notes du Toubib sur le transfert de cerveau, je me suis dit, bah excellente idée! Vous mettez le cerveau du scientifique dans le corps du militaire, comme ça le doc aura droit à une seconde vie en pleine santé, là où le méchant se retrouvera avec un cancer en phase terminale. Eh ben non, il laisse crever le Toubib, et il fout le cerveau d'une chèvre dans le corps du militaire. Pourquoi? Genre, ça n'a absolument aucune logique ni aucun intérêt. Bref, j'ai vraiment pas aimé le film et je me suis pas mal fait chier en le matant. Donc, si vous êtes partant pour une réécriture arty et sexuelle de Frankenstein, voilà, ça peut être votre kiff, hein. Ouais, il y a beaucoup de scènes de cul en plus, hein. Même moi qui aime bien la nudité féminine, je vous cache pas qu'au bout d'un moment, oh là là, c'est chiant, quoi. C'est lourd et c'est répétitif, en fait. Oui, merci, j'ai compris qu'elle aimait baiser. C'est pas la peine de me le répéter sans arrêt. Donc du coup, si, comme moi, vous avez besoin d'un peu plus en termes d'intrigue, je vous déconseille très fortement le visionnage. Nom de diable, ce qu'il était nul, celui-là. Alors, je me doutais, à force de mater les films, que plus les suites défileraient, plus ça allait devenir mauvais. Bon, enfin là, waouh. Ça, c'est vraiment l'opus du coucou, on n'a plus d'idées ni de budget, mais on va quand même faire un film. Ouais, les 3 premiers, même quand il y avait des gros défauts, globalement, ça suivait la continuité, ça respectait des éléments qui étaient dits dans les précédents. Là, le scénariste il est arrivé, il a dit, les 3 premiers films, c'est de la merde, je réinvente tout. Parce qu'il a vraiment repris que les bases des bases. Beaucoup des règles instaurées dès le début ne sont plus respectées, le film ne respecte pas lui-même ses propres règles, les scènes d'action sont nullissimes, le design d'alien de la mutante est ridicule. Franchement, tu regardes les premiers films, ok, c'était du Giger, mais c'était un minimum classe, quoi. Là, c'est juste lamentable. Les CGI sont dégueulasses, du même niveau que le premier film, qui date de 1995, je vous rappelle. Le jeu d'acteur est... bof. Pas fondamentalement mauvais, mais tu doutes qu'ils sont pas super motivés, quoi. Mais en plus de ça,
c'est mou. Je vous jure, j'ai décroché à 4 ou 5 reprises du film tellement c'était pas intéressant. J'en étais même à scroller sur mon téléphone, histoire de me réveiller un peu tellement je me faisais chier. Alors qu'en général, j'ai tendance à mépriser ceux qui font ça devant un film. Mais là, c'était tellement nul et soporifique que c'était ça où je piquais un roupillon. Je crois que je me suis mis à bâiller au moins une trentaine de fois pendant le visionnage. Et même au bout de 10 minutes, je trouvais déjà le film chiant, quoi. Bref, pour une fois, un épisode de la saga Species correspond à l'idée que je me faisais avant de tout mater. Un navet qui met en avant des nichons et un zeste de fesses pour raconter une histoire débile à souhait. Et franchement, je vous conseille pas le visionnage, ne faites pas comme moi. Profitez de l'heure et demie qui dure pour mater autre chose. D'ordinaire, quand on dit film français, ça sous-entend soit une comédie bas du front, soit un délire d'auteur prout-prout qui veut se faire mousser. Là, c'est juste un délire d'auteur. Le pitch, on va suivre une étudiante en cagne, ou hypocagne, j'avoue que je me rappelle plus et je suis même pas sûr de savoir s'il y a une différence en fait, qui va être témoin du meurtre ou du suicide d'une camarade de classe. Et donc va enquêter sur les circonstances de sa mort. Oui, alors, si j'insiste autant sur le terme enquêter, c'est parce qu'on pourrait croire qu'on va avoir droit à une intrigue digne de ce nom, sur les raisons qui ont conduit à cette situation, avec une héroïne intelligente et... Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est littéralement la meuf, elle va tomber amoureuse du mec de la morte, et elle va essayer de tout faire pour se le taper. Par contre, si vous espérez voir les deux héroïnes à poil, ça y a pas de souci, vous allez être servi. Genre, truc très con, l'héroïne va découvrir le journal vidéo de la suicidée. Serait-ce pour trouver des indices sur la raison de sa mort ? Non ! C'est juste pour copier ses citations et ses réflexions afin d'améliorer son niveau en classe. À un moment, t'as vraiment la meuf qui pique une crise devant le journal vidéo en gueulant « Mais on s'en fout de ta vie !» C'est un journal intime. Évidemment que ça va concerner sa vie, connasse. Mais en plus, le film il est un chiant. Il dure qu'1 heure et demie. Je me faisais chier au bout de 10 minutes. En plus de ça, le film souffre de 2 principaux problèmes. Le premier étant le mixage son. Régulièrement, j'étais obligé d'augmenter à fond le volume de la télé parce que je comprenais pas ce que disaient certains personnages, qui n'articulent pas toujours. Donc niveau compréhension, c'était franchement pas top. Et pour couronner le tout, les Gugus vont presque tous parler exclusivement d'une manière abusivement soutenue, qui ne fait absolument pas naturel. Sans parler des discussions et des réflexions des étudiants qui te donnent régulièrement envie de leur coller des tartes. Je sais pas si les étudiants de Cagne et Hippocagne sont vraiment comme ça dans la vie réelle, mais ça me donne pas envie de les côtoyer. Bref, les personnages ne sont pas du tout attachants, la fin se termine en queue de poisson, j'ai pas d'autres mots, et au final, j'ai plus l'impression d'avoir perdu mon temps qu'autre chose. Bref, je vous déconseille très fortement Le Plus Bel Âge. C'est typiquement le genre de film de soi-disant auteur qui tenait à se tripoter la nouille en parlant de drame et passion autour d'une des licences d'études les plus prestigieuses de France. Et autant que j'emploie, je suppose que vous avez pigé ce que j'en pensais. Eh bah putain, ça m'apprendra à être curieux, tiens. J'ai déjà parlé du manga Hentai Kamen dans le top de mes lectures. Je considérais que c'était effectivement très drôle et complètement barré, sans pour autant avoir trop d'aspect ecchi. Alors que, en lisant le titre, on aurait pu croire le contraire. D'ailleurs, j'en profite pour finaliser mon avis maintenant que j'ai lu toute la série. Les tomes 3 et 4 s'essoufflent pas mal et laissent s'installer la répétitivité, vu que c'est un peu toujours la même mécanique. Néanmoins, le dernier tome réussit à relever le niveau, vu qu'il nous fait passer un gap d'une dizaine d'années pour vraiment finaliser son histoire. Et si vous traîniez sur les internets il y a une dizaine d'années, vous connaissiez peut-être l'émission Salut les Geeks présentée par Mathieu Sommet, qui nous présentait justement un extrait de l'adaptation live de ce manga, dont l'histoire est celle d'un lycéen qui, chaque fois qu'il se met une culotte sur le visage, voit sa perversion augmenter à tel point qu'il devient un super-héros aux aptitudes physiques hors normes. Donc, que vaut le film ?
Eh ben, disons que si vous avez des insomnies, ça peut être intéressant de le mater. En dépit de quelques scènes qui sont effectivement très drôles et rendent véritablement hommage au manga d'origine, le film est majoritairement très chiant. Beaucoup de passages sont très ridicules, notamment le jeu d'acteur, et ça c'est assez paradoxal, parce que t'as des scènes où le hentai kamen en fait des caisses mais comme pas permis, et globalement ça marche. Pas tout le temps mais ça marche. Mais alors quand t'as que des humains, c'est le niveau 0 de la crédibilité. L'histoire est pas mal modifiée par rapport au manga. Normal, fallait bien faire un truc qui ait une raison de durer 1h45. Sauf que, malgré quelques petits choix que j'ai trouvés, à défaut d'être bons, on va dire plutôt audacieux, par exemple, à la base, le personnage principal, c'est une brute en kempo, c'est le mec le plus fort de son lycée. Tu lui cherches des noises, il te défonce en 2 coups. Et dans le film, c'est le plus faible. Alors, pourquoi pas? Maintenant, je suis pas sûr de voir l'intérêt du truc, quoi. C'est justement, quand dans le manga, tu vois que le gars est déjà hyper pété et qu'il devient encore plus pété avec son super pouvoir, ça donnait vraiment d'à quel point Hentai Kamen est surcheaté, quoi. Et puis, bah, ça justifiait que le héros ait une plastique en tablette de chocolat. Voilà, faut le dire. En revanche, les autres embranchements du scénario sont assez mauvais, voire particulièrement irrespectueux pour le média de base. Déjà, le film qui va essayer de justifier que le héros, non, c'est pas vraiment un gros pervers, et en fait, quand il est moins un gros pervers que les antagonistes du film, du coup, il est moins fort qu'eux. Ta gueule. Non seulement c'est trop sérieux pour un univers comme Hentai Kamen, mais en plus, c'est totalement à l'opposé du message que voulait transmettre le manga, quoi. C'est pareil, que le héros puisse hésiter entre son plaisir personnel et rendre justice. Non, il n'hésiterait pas une seule seconde. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Ça commençait bien pourtant, hein, avec le générique d'intro qui, à moitié une parodie, tu vois, du générique du premier Spider-Man, sauf que au lieu d'avoir des toiles d'araignée, en fait, c'est de la dentelle. Et c'est con aussi parce que l'acteur qui joue Hentai Kamen, il a la plastique pour. Il se dandine, il prend régulièrement les poses, Même le masque qu'ils lui ont collé entre son visage et les culottes, même si ça se grille à des kilomètres, ça rend bien. Bizarrement, ça rend bien. Les combats sont à chier. En dépit de quelques rares prises perverses qui effectivement ont fait honneur au manga, les 3/4 du temps, c'est mou, tu te fais chier et c'est pas super bien filmé. Et cette fin, oh nom de diable, putain, cette fin qui à elle seule est une insulte au manga, mais également à tous les spectateurs. C'est l'équivalent du « Hey, voilà le générique de fin, ta mère !» Déjà qu'on part sur une espèce de délire avec un méca géant, ouais, ok, bon, pourquoi pas, mais bon, même si le méca est dégueulasse, hein, Et après, il y a un sous-entendu pour dire que, en fait, toute l'histoire du film, en fait, c'était un rêve parce que le héros était en train de pioncer pendant son cours. Va te faire enculer. Va te faire enculer, film de merde. Bref, Hentai Kamen, je ne vous conseille pas le visionnage. Si le principe du délire pervers vous tente, orientez-vous plus vers le manga. Je vous jure que malgré ses défauts, il est infiniment plus drôle que le film. Petite anecdote, je connaissais ce film via sa bande-annonce, que j'avais dû voir à l'époque de sa sortie, je suppose. Donc, je pense quelque part dans les années 2000. Et il y avait 2 trucs qui m'avaient marqué. La première, c'est un film français, avec Vincent Cassel, dans le rôle d'un satyre. Et le deuxième truc qui m'a marqué, c'est à un moment, tu as Minor, le personnage principal du film, joué par José Garcia, qui vient voir le satyre, ce qui nous donne cet échange. Tu viens pour ta sodomie ? Non, pour un conseil. L'un n'empêche pas l'autre. Je pense que cet échange de répliques ne quittera jamais ma mémoire. Mais du coup, j'avais jamais vu le film, et je voulais savoir de quoi ça parlait, je voulais savoir ce que ça valait, quoi. Donc, le pitch. Minor est un homme simplet, élevé par des porcs, jusqu'au jour où, suite à une chute mortelle, il revient à la vie en étant devenu capable de réfléchir et de parler. Et suite à quelques imbrogliamini, va se retrouver couronné roi. L'histoire se déroule donc dans la mythologie grecque, et quasiment la préhistoire de la Grèce. Et le film a beaucoup de problèmes. Bon, déjà, niveau décor et effets spéciaux, tu sens qu'il y avait un plafond de budget à pas trop dépasser. Encore que le maquillage de Vincent Cassel, je le trouvais plutôt bien foutu. Pour le jeu d'acteur, ça varie entre le correct et le bof. Et après, on arrive dans les vrais problèmes. L'histoire,
ne sert à rien. Ça a pour but de te raconter une histoire, une légende digne de ce nom. Soit parce que c'est épique, soit parce que c'est dramatique, soit juste pour t'inculquer une morale. Et là, y a rien. Spoiler, Minor devient roi. Il n'est pas très bon, il se fait chasser. Voilà, c'est tout ce que concerne l'intrigue du film. Ça n'a strictement rien amené, et ça n'a aucune conséquence. En plus de ça arrive le problème de l'ambiance. Déjà, rien que le découpage en chapitres, tu sens qu'il y a un délire d'auteur derrière, quoi. Et quand tu vois à quel point l'intrigue est plate et inintéressante, c'est que ça devait pas être un très bon auteur. Et ensuite, le film essaye d'être une comédie, un film sérieux, voire un peu lyrique, et un film érotique du dimanche soir des années 2000. Le côté comique est majoritairement raté. Hein, il y a 2-3 vannes qui ont réussi à me faire sourire, ça allait pas plus loin. Le côté lyrique aurait pu être intéressant à explorer, mais il est continuellement ruiné par la volonté de rendre tout drôle, ce qui ne marche jamais. Et en même temps, t'as une espèce d'érotisation à toujours vouloir montrer la nudité, essentiellement féminine bien sûr, et valoriser les scènes de cul. Et l'ensemble ne marche pas. C'est juste, ça ne marche pas, ça colle pas ensemble, c'est franchement mauvais. Je me suis pas endormi devant non plus, hein, mais j'étais régulièrement à regarder combien de temps il restait avant la fin, quoi. Bref, ne soyez pas débiles comme moi et restez loin de ce film. Petit film taïwanais sur une pandémie transformant les gens en infectés non seulement très agressifs, mais aussi violeurs et sadiques, tout en conservant leur intelligence et leur imagination. Et pendant tout le visionnage, j'ai été dérangé par ce point parce que c'est littéralement des infectés de Crost en fait. C'est juste qu'ils ont pas l'éruption en croix sur la gueule, mais c'est littéralement le même pitch. Et déjà que je suis pas fan de Crost de base, parce que je considère que... Je suis désolé, mais pour moi, c'est juste de la violence malsaine pour de la violence malsaine. Et c'est exactement le ressenti que j'ai eu avec ce film. C'est ultra gore, ultra violent, ultra malsain, mais à aucun moment ça n'essaye d'être réfléchi sur toute cette violence. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui déteste le gore en plein écran. Vous me mettez devant les Game of Thrones, devant Evil Dead, c'est... no problemo. Ça, y a aucun problème là-dessus. Moi-même, j'ai écrit un roman d'épouvante horreur, malheureusement pas encore édité, qui contient quelques scènes très gore. Par contre, devant Crost, ou en l'occurrence The Sadness, ça marche pas. Ça passe pas. Je suis arrivé devant le truc, mon cerveau, il a fait non. Là, c'est vraiment dégueulasse, immonde et malsain. Je veux pas regarder ça. Alors vous allez me dire que oui, mais c'est le principe de l'histoire, c'est ce qui est plutôt bien expliqué par le médecin à la fin du film, quoi. Le virus empêche les gens de résister à leurs bas instincts, et du coup ils peuvent pas s'en empêcher, je veux bien l'entendre. Il n'empêche que le film insiste beaucoup trop sur certaines scènes ou événements pour que je puisse passer outre. Pour moi, c'est juste un putain de torture porn qui n'arrive même pas à justifier son délire. D'ordinaire, je suis pas un fan de censure, mais là, je trouve que le réal aurait dû se calmer sur certains points, quoi. Ça, c'était mon avis sur la violence du film. Hein. Vous êtes libre de pas avoir le même, ça je peux comprendre, ça y a aucun souci. On peut toujours en débattre, mais pour ma part, non. Là, c'est un niveau de violence que je tolère pas. Après, le film a aussi d'autres gros problèmes. Il y a plusieurs incohérences avec l'infection. Je veux bien admettre que certains mettent plus longtemps à être infectés que d'autres, ça d'accord. Mais enfin, la scène du général m'a un peu fait tiquer. Quand tu vois que le gars, il est contaminé alors qu'il a l'air d'être dans un environnement ultra safe depuis plusieurs heures, ça fait extrêmement bizarre, surtout quand tu sais que la transmutation, elle se fait en à peine quelques minutes. Ou alors, deux solutions, soit n'importe qui peut développer le virus à n'importe quel moment, et auquel cas, y a plus rien à faire, quoi, c'est juste le virus a déjà gagné, quoi. Soit, les infectés peuvent dissimuler leur état, ce qui est en totale contradiction avec le diagnostic à la fin du film. Le film est également très, très, très prévisible. Mais à un point, c'est vraiment pratiquement que des clichés qui sont utilisés, quoi. Genre, au début du film, le héros voit une infectée sur un toit voisin. Ok. Et là, tu as sa copine qui vient lui parler, donc il lui tourne le regard, et dès que c'est arrivé, je me suis dit, il va re-regarder après, l'infecté va avoir disparu. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe. Et du coup, t'as pas mal de retournements, mais que tu vois venir à 2 km, quoi, Quant à ce qui est du métrage en lui-même, je le trouve pas extraordinairement bien filmé, et il m'a même semblé assez bateau et plan-plan. Néanmoins, je dois quand même reconnaître que tout ce qui est prothèse, maquillage et effets, voilà, c'était plutôt du bon boulot, quoi. Là, ok, j'ai rien à redire. Mais
quand je vois que The Sadness a récupéré plusieurs récompenses, hein, il a reçu le prix du meilleur film au Fantasia 2021, le prix du public au Greenfest 2021, et il a été nominé ou sélectionné pour plusieurs autres. Franchement, j'aurais pas fait cet hommage, hein. Pour moi, le film n'a d'original que son pitch d'infecté, qui est même pas complètement original vu que c'était une repompe de Crost. Mais en plus, le résultat final, bah c'est bof quoi. Franchement, à moins que le torture porn extrême ce soit votre kink, je vous déconseille très fortement de regarder ce film. Je trouve que c'est vraiment pas un bon film, et il dépasse beaucoup trop loin les limites du malsain et du dégueulasse. Ah bien, on en a fini avec mes pires visionnages cinématographiques de 2025. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous donne rendez-vous pour le top des films de 2025, qui normalement sortira dès demain. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, de très bonnes fêtes, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Est-ce que je peux... Ouais, c'est limité, hein, c'est le... Aurais-je un jour un micro-cravate qui me fonctionne, parce que... Alors pour ceux qui se poseraient la question, oui, j'ai déjà testé des micro-cravates, ça n'a jamais marché. C'est parce que je sais pas, ils enregistrent pas, ou il y a des problèmes, donc, ouais, va falloir que je... Va falloir que je donne un peu trop de... Va falloir faire gaffe, hein, ça... Et puis même là, j'ai l'impression de pas parler trop fort, en fait. C'est chiant. Bon. Hop. Allez, on teste, on verra bien. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette nouvelle édition des flops de 2025. Raté. Bonsoir à tous et... Ça commence. Donc, vous pouvez avoir droit à du très récent comme du très vieux. Donc vous pouvez avoir... Donc vous pouvez avoir droit... Je vais pas y arriver. Un groupe d'amis noirs se retrouve dans un Airbnb paumé en pleine forêt afin de... Un groupe d'amis noirs se retrouve dans un Airbnb paumé... Je vais redescendre. Putain, je me doutais que ça allait arriver ça. En plus on en a eu un... En plus on en a eu un cette année, vous devez connaître. En plus on en a... Putain. Vivement le jour où j'aurais du fric pour me payer une équipe et un perchiste. Alors, je trouve le film esthétiquement très beau. Et je vais ouvrir à Balou parce que sinon il va chialer pendant le truc. Pardon. T'es pas content, t'as qu'à te barrer, hein. Donc voilà, du coup je me suis bien retrouvé dans le... Petit Balou. Qu'est-ce que t'as, Balou, hein? Tiens, je vais peut-être pouvoir t'enlever la saloperie que t'avais dans l'œil tout à l'heure. Attends, voilà. Et voir ton œil. Attends. Ferme ton œil. Voilà. Bon, je te laisse une mission de maison. Bon, désolé. Voilà, c'est enlevé. C'est pour ça qu'on essayait de te prendre tout à l'heure. Oh. Pétochard celui-là. Ou Jean Grey se voit possédé par une entité surpuissante, ou Jean Grey se voit possédé... Je me nique les mains à chaque fois. Peut-être te baisser un petit peu plus quand même. Ah, je me suis vraiment fait mal aux mains en plus. Il est pas effrayant, le concept du vampirisme est très contradictoire. Oui, bien sûr, pourquoi pas condiment pas en premier. C'est très contradictoire. C'est pas cohérent avec les deux premiers films. C'est pas cohérent avec les C'est pas cohérent avec les deux premiers films. C'est un... Attends. Il est maintenant temps de s'attaquer à mes pires découvertes scénographiques.
J'ai bien aimé la trilogie Prom... Bah non, pas Prom Queen, non, je suis con, ça. Tu sais, sauf que là, maintenant, ils ont l'air d'avoir toute une société. Une meuf qui buffe. Une meuf qui buffe. Oui, c'est tout à fait. Ça c'est un effet buff. Une meuf qui buffe. Ça va, mon Malou? Faut pas le bulle dans mes câbles. Ok, alors, je vais m'en aller, et je vais demander une injonction, une ordonnance restrictive pour plus que tu m'approches. Ok, alors, je vais m'en aller, et je vais demander une ordonnance restrictive pour que plus... Putain, pourquoi pour que plus que tu m'approches? Ça veut rien dire. Ok, alors, je vais m'en aller, et je vais demander une ordonnance restrictive pour que plus tu m'approches. Pour que plus tu m'approches... Putain, mais putain de merde. Pour que tu m'approches plus jamais, putain. Je pense pas que beaucoup de gens veulent mater un film érotique au lycée, quoi. Pourquoi au lycée? Au ciné? C'est putain. Soit un délire d'auteur prout-prout qui veut juste se faire mouter. Mouter, oui, bien sûr. C'est littéralement, la meuf tombe amoureuse du mec de la meurtre. Du mec de la meurtre, oui. Et autant que j'emploie, je suppose que vous avez deviné ce que j'en pige. Et autant que j'emploie, je suppose que vous avez... D'accord. Et autant que j'emploie, je suppose que vous avez pigé le... Et autant que j'emploie, Et autant que j'emploie, je suppose que vous avez pigé ce que j'en pensais. Et autant que j'emploie, je suppose que vous avez pigé le ton... Bah non, et autant que j'emploie, je suppose que vous avez pigé ce que j'en pensais. Franchement, la plupart des mythes de la Grèce antique, ça a au moins pour but Ça a pour but de traquer. Non. Et je vous donne rendez-vous pour le top des vidéos... J'espère que cette vidéo vous a plu. Chaise de merde, putain, c'est... J'espère que cette vidéo vous a plu, et J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous donne rendez-vous pour le top des vidéos... Putain, pourquoi pas des vidéos des films de 2025, putain.